Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, j'accueille Adrien Salamon, cofondateur de Panoply. Alors Panoply est une jeune entreprise que j'ai trouvée vraiment très intéressante et à double titre. Premièrement, les deux cofondateurs, Adrien et Maxime, ont construit une entreprise qui s'engage en faveur de l'environnement. Panoply est notamment labellisée One Person for the Planet, nous en parlerons largement avec Adrien plutôt dans la deuxième partie de l'épisode. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cet engagement est une vraie culture d'entreprise et ils fédèrent leur équipe autour de ce projet. La deuxième raison, c'est qu'à travers leur business qu'on pourrait croire assez banal, eh bien ils ont un impact positif. Alors leur business, c'est la vente d'objets personnalisés pour des entreprises, aussi appelés des goodies. On retrouve leur engagement en faveur de l'environnement et en plus, leurs objets sont utilisés pour des pratiques de management positif. En effet, leurs clients utilisent leurs goodies pour accueillir, fidéliser, reconnaître, rassembler, protéger leurs collaborateurs. J'ai passé vraiment un bon moment avec Adrien. Pour tout vous dire, il est venu chez moi pour enregistrer l'épisode. C'était vraiment agréable de le voir de visu après avoir enregistré beaucoup d'épisodes à distance. Adrien est un chef d'entreprise qui allie à la fois ambition, détermination et réelle bienveillance. Comme quoi, oui, c'est possible. Nous avons parlé de ses valeurs en tant que chef d'entreprise, de ses pratiques de recrutement qui sont loin d'être standards, de la culture d'entreprise de Panoply et de coloriage. Oui, de coloriage. Voilà, je m'arrête là pour le teasing, mais je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout, car on monte en puissance et j'aime vraiment beaucoup les messages passés par Adrien en fin d'épisode. Tout le long de l'épisode bien sûr, mais surtout en fin d'épisode, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir en écoutant cet épisode et que vous en retirerez beaucoup d'inspiration. Si c'est le cas, dites-le moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram en suivant Chef Podcast ou sur LinkedIn en suivant mon profil Sophie Plumer. Et bien sûr, partagez le podcast autour de vous et notez-le sur iTunes, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute! C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Chef. Aujourd'hui, j'accueille Adrien. Salut Adrien. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Donc Adrien, tu es le cofondateur de Panoply. Panoply, vous proposez un e-shop sur mesure pour vos clients de goodies personnalisés. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un atelier mission avec toute l'équipe de Panoply vendredi dernier pour essayer de bien définir en fait qu'est-ce qu'on voulait faire à travers Panoply. Et on s'est rendu compte que aujourd'hui, la volonté et la mission, c'est d'apporter aux entreprises des outils simples pour fédérer, valoriser, remercier les collaborateurs et partenaires grâce à des objets, des cadeaux responsables. Donc c'est vraiment le simple et le responsable. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai pas eu le temps de dire. C'est vraiment responsable parce que vous êtes une entreprise engagée à la fois de par l'offre que vous proposez et de par votre gestion d'entreprise également. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous facilitez aussi la vie de vos clients en leur permettant d'avoir des produits aussi responsables à offrir à leurs collaborateurs ou à leurs propres clients. Oui, c'est exactement ça. Le mot responsable est au centre de Panoply, du fait à la fois dans le catalogue de produits qu'on va proposer. On va essayer au maximum de trouver des alternatives made in France, made in Europe, de confection avec des objets, des textiles ou des produits qui sont éco-conçus. On va essayer de chercher une production raisonnée au maximum ou trouver des marques sympas. Par exemple, dans l'électronique, c'est très difficile d'aller trouver de l'électronique responsable. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher des marques reconnues de tous, des choses qu'on irait nous acheter en tant que personne dans les magasins spécialisés, et on sait que ce sont des produits qui vont durer dans le temps. Et ce côté des choses qui font vraiment plaisir, qui durent, c'est aussi une possibilité d'éviter du gaspillage sur le long terme.
Et en soi, ça c'est très important pour la partie responsable catalogue. Pour l'autre, c'est de gérer les stocks vis-à-vis de nos clients. Ça permet aussi de ne pas avoir du stock dans 50 agences, 50 réseaux, et donc de commander pour rien. La mutualisation des stocks évite aussi le gaspillage. Ok, très clair. Oui, parce que une de vos différenciations, pour un peu mieux comprendre votre offre, une de vos différenciations, c'est le côté la simplification de la gestion des stocks. Hein. Oui, on va accompagner à la fois le client sur la création d'une collection d'objets, et une fois que cette collection a été définie, on va produire, stocker pour le compte de nos clients, et ils ont accès à une interface qui leur permet de pouvoir envoyer des cadeaux au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Une naissance, on peut envoyer un cadeau de naissance à chacun des employés à ce moment-là, ou de pouvoir l'envoyer à des différents bureaux, parce qu'il y a des recrutements dans chacun de ces bureaux-là. Encore une fois, c'était pour marquer en fait les moments importants de vie de l'entreprise. On mutualise à un seul et même endroit et on permet depuis une interface, aussi facilement qu'on envoie un mail, d'envoyer un objet. Ok, super clair. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet de Chef, puisque Chef est un podcast sur le management et le leadership. Je te pose la question, toi Adrien, quel dirigeant tu es, quel manager tu es, si tu peux nous donner 3 qualificatifs par exemple. C'est pas facile comme question. On a fait récemment des one-to-one avec nos équipes et quand on le fait, on va donner un feedback, mais on va aussi en demander. Donc, je vais essayer de me reposer sur les retours des équipes. Je pense que les personnes qui m'entourent sont mieux qualifiées que moi pour me juger. Les 3 mots qui étaient sortis étaient bienveillant, persévérant et un mot un peu créatif, initiateur. Je me retrouve beaucoup dans le côté initiateur. En fait, j'ai tendance à chaque fois que je monte un projet, que ce soit perso d'ailleurs ou pro, à rêver grand, à avoir énormément d'ambition et faire surtout des choses que je ne sais absolument pas faire et sur lesquelles j'ai toutes les chances de me planter. Et je vais en fait essayer de trouver les meilleures personnes pour le faire, les embarquer dans un projet et ensuite, une fois que la machine est trop engagée, en fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui va m'envoyer, qui va m'obliger moi à monter en compétence ou à m'améliorer. Donc, j'ai tendance plutôt à essayer de faire confiance, donner en autonomie et essayer d'être, que les choses me surprennent par la suite. Et donc, ça demande aussi, évidemment, de la bienveillance, d'être à l'écoute des personnes et persévérant. C'est aussi qu'on a eu énormément de galères avec la boîte. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. Et on a tout vécu on a vécu beaucoup de choses en termes de difficultés. Et je pense que c'est important aussi de se battre au quotidien et d'avoir des gens qui ont envie de se battre à nos côtés. Ouais, complètement. Ok, du coup, ça fait le lien avec ma question suivante. Tu le disais, tu as toujours été entrepreneur finalement, puisque tu as créé Panoply avec Maxime, ton associé, et vous l'avez créé sur les bancs de l'école ou à la sortie de l'école. Comment tu t'es forgé, et peut-être vous êtes forgé à deux, vos convictions en management et comment vous avez créé votre équipe finalement? On a énormément tâtonné. Ça a été un peu on fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas vraiment de modèle. Donc, on n'a pas voulu reproduire des choses. Ce qui était moins bien, c'est qu'on a aussi perdu beaucoup de temps sur des choses qu'on a appris sur le tard, en essayant énormément de choses, mais à chaque fois en se focalisant sur laisser les chances aux personnes et se laisser se faire surprendre. Une des choses qu'on a adoré dans le côté laisser une chance, c'est les reconversions. Aujourd'hui, quand on va recruter un profil, on préfère à 90% des cas, trouver des gens qui sont en reconversion professionnelle. D'accord. C'est assez étonnant parce que je crois que assez peu de gens regardent ça. Nous, quelqu'un qui est développeur et qui a fait juriste avant, ça nous éclate. Parce qu'en fait, on se dit, c'est des personnes qui ont creusé une voie, qui sont allées faire des choses ou des études peut-être dictées par leurs parents ou d'autres personnes, et qui un jour se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. C'était autre chose. Ou qui veulent découvrir une nouvelle. Et là, cette volonté, elle vient vraiment d'eux-mêmes cette fois-ci. Ils vont être prêts à se battre. Et si on leur donne cette chance-là, si on les aide, même s'ils arrivent juniors avec un peu plus de maturité, c'est des personnes qui vont être redevables aussi d'avoir qu'on leur a donné une chance. On va grandir ensemble. Et nous, ce sont des personnes qui après nous accompagnent pendant des années et des années.
Et ça, on a découvert que la reconversion laissait une chance, que je regarde jamais les diplômes, par exemple. Je regarde jamais les CV des gens quand je vais les interviewer. Je préfère entamer une discussion. De plus en plus des questions qui n'existaient pas avant. On n'a jamais posé des questions sur les valeurs. Maintenant, sont devenues des questions primordiales d'entretien. De commencer sur est-ce que vous avez des expériences associatives, des projets personnels en dehors de votre vie. C'est des choses qui sont nous très importantes et qu'on met en avant. Comment ça vous est venu, cette envie-là? Parce que pour le coup, alors ça commence peut-être à se répandre un petit peu, mais c'est pas un modèle très répandu et c'est surtout pas un modèle français où en France on est très diplôme, il y a des grades, il y a pas des grades, mais il y a des critères de rémunération basés sur les écoles, sur les diplômes. On n'aime pas quand quelqu'un n'a pas fait le métier pour lequel on le recrute. Donc c'est vraiment pas dans la culture française, c'est peut-être un mauvais travers qu'on a, mais en tout cas comment ça vous est venu, cette envie-là? Alors déjà peut-être que, étant donné qu'on est 2 étudiants de grandes écoles avec Maxime, on sait que on avait quelqu'un sur le campus qui était professeur à HEC et qui nous disait souvent le concours est pas une passoire à con. Et on a toujours trouvé ça très très drôle et très très vrai aussi. Du coup peut-être qu'on sait que les personnes qui ont forcément des grands diplômes sont pas forcément les personnes les mieux qualifiées. Et l'autre fait que il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Il y a beaucoup de choses qui font que quand on travaille au quotidien, c'est pas des choses qu'on apprend au bureau ou si au contraire on l'apprend au bureau. Ouais, on l'apprend pas sur les bancs de l'école. Et en fait, ces convictions personnelles, ces envies ou cette volonté de se donner pour une entreprise ou pour un projet commun, ça s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend dans les valeurs de famille, ça s'apprend dans les expériences annexes. Et ce sont des choses qu'on va mettre en valeur, repérer et se dire en fait le métier en tant que tel. Il y a beaucoup de métiers qui s'apprennent sur le tard, on va découvrir, et beaucoup de métiers qui changent aussi et qui évoluent au fur et à mesure de la vie de la boîte. Et en fait, si on les a recrutés pour une chose ou une seule ou une expérience, une fois que la boîte va évoluer ou que le poste va évoluer, ils seront plus capables de pouvoir gérer ça. Ça arrive avec une personne en graphisme qu'on va recruter qui va devenir à terme directrice artistique ou autre. En fait, si on n'avait pas senti la manageuse et le potentiel qu'elle avait derrière, on aurait fait un mauvais recrutement. Et ça, ce côté, elle va pouvoir apprendre, transmettre ou autre, c'est des valeurs qui se voient pas dans un diplôme. Du coup, quelles sont les valeurs de Panoply avec lesquelles peut-être vous recrutez et vous animez aussi vos équipes? Alors la première, ce qu'on donne tout le temps, c'est responsabilité, mais qui est au final très très large. Comme je disais, la valeur, c'est la valeur. Responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière. La première, c'est un côté autonomie, qui a aussi les deux côtés d'une pièce. Ça veut dire on donne énormément d'autonomie, énormément de liberté. Mais de l'autre côté, ça veut dire qu'on est aussi responsable du travail qu'on va rendre et responsable des missions qu'on va nous confier. Cette autonomie-là, elle est importante que quand il y a aussi cette responsabilité vis-à-vis du travail qui est rendu. On a un engagement fort sur l'environnement, ce qui est très important pour nous. Moi, je suis un féru de montagne. Mon associé, adore aussi les randonnées et tout ce qui est voile et autres. Et en fait, savoir qu'on va léguer à nos enfants, petits-enfants, un monde dans lequel ils auront autant de chances de profiter des conditions qu'on a pu avoir, c'est essentiel. Donc, on va essayer de regarder sur ce qui est une production raisonnée. Et l'autre côté, c'est un sentiment de justice. Alors peut-être je suis fils d'avocat, donc ça doit jouer d'un côté, mais on a j'ai en tout cas là-dessus un sentiment, une conviction de justice qui est très importante. Quand quelqu'un fait une erreur, par exemple, au lieu de tout de suite me dire je suis manager, il y a une erreur qui a été commise, ça va être plutôt de comprendre est-ce que cette personne avait tous les éléments pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'elle avait été bien formée? Est-ce qu'on lui a pas donné un boulot où il y avait en fait différents territoires sur lesquels en fait il y avait toutes les chances de se planter de ce côté-là? Ça fait avancer en fait ensemble et de se dire dans ce cas-là, si on est juste et qu'on l'est le plus régulièrement possible, parce qu'il faut essayer de l'être, c'est difficile de l'être tout le temps. Les personnes nous font confiance et savent quand
quand on leur demande quelque chose que c'est pas n'importe quoi, c'est pas pour rien. Et l'autre côté, qui est important pour nous, c'est faire le pourquoi. Il y a toujours, ça va aussi avec le côté justice, mais dire pourquoi on fait quelque chose. Jamais donner une tâche sans expliciter le pourquoi, quelles conséquences ça va avoir, même si c'est une tâche qui est un peu redondante ou pas du tout intéressante. En fait, au final, si elle est demandée, c'est qu'il y a quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant qu'il y a derrière. Et rebondir là-dessus, c'est très important pour nous. Et bon, ça prend plus de temps au quotidien, mais au final, ça fait des personnes qui ont confiance en nous. Ouais, ça prend plus de temps, comme tu dis, au quotidien, mais dans la durée. J'imagine que ça change tout, à la fois l'engagement des collaborateurs pour la structure et la fidélisation aussi des collaborateurs et leur performance au quotidien. C'est une vraie forme de confiance qu'on arrive à créer, qu'on arrive à garder avec les équipes, et on a vécu des moments difficiles tous ensemble, des moments très joyeux tous ensemble. Et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, que s'il y a des moments où ils auront envie d'aller découvrir une nouvelle aventure, on sera nous là pour les soutenir dans cette découverte des nouvelles aventures. Et on crée, alors il y avait un mot qui était sorti lors d'un séminaire sur les valeurs qui était le mot famille. Alors c'est toujours très difficile de dire famille, entreprise ou autre, mais en tout cas l'autre mot qui est très important, c'est plaisir. Et de dire, est-ce que tous les gens qui vont au travail tous les jours ont le plaisir, ont le sourire aux lèvres en y allant? Ça c'est important, parce que moi je le fais avec le sourire. Alors il y a des jours moins, mais ça fait partie du quotidien. Mais que nos collaborateurs aussi aient l'envie de venir avec le sourire, ça c'est essentiel. Très juste. C'est aussi un mot qui revient souvent sur chef et que moi j'emploie aussi beaucoup, le mot plaisir. Je veux continuer à creuser un peu quel manager tu es et comment t'as appris à l'être. Est-ce que t'as un exemple d'une situation qui t'a fait particulièrement progresser? C'est dans un recrutement. En fait, on avait besoin d'un poste un peu opérationnel en graphisme pour réaliser donc des bons à tirer, donc de préparer des images virtuelles de ce que vont être les produits qu'on va réaliser. Donc c'était plutôt un job à l'origine plutôt opérationnel, et on cherchait quelqu'un d'assez junior, et on a rencontré en entretien Clémence, qui avait plutôt une casquette senior, qui n'était pas du tout dans la grille de prix, voilà, qu'on avait identifié pour quelqu'un de junior là-dessus. Mais en fait, en discutant avec elle, elle avait une vision, elle avait énormément de choses à apporter. Et elle m'a dit, fais-moi confiance. Pour moi, tu vas voir, tu seras pas déçu. Je vais arriver à faire changer les choses. Et aujourd'hui, vous misez énormément. Elle m'a pas mal chahuté pendant l'entretien, au final, parce que elle me dit, vous misez sur votre savoir-faire, mais vous faites pas savoir. Et c'est trop dommage. En fait, il y a trop de choses que vous faites, personne ne le sait, personne n'est au courant. Laisse-moi l'occasion de le dire et de le montrer. Et du coup, on l'a recrutée en directrice artistique. C'était complètement un autre poste. Et au final, au quotidien, et ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi, on voit une évolution assez incroyable de l'entreprise, que ce soit en termes de notoriété, de clients qui viennent d'eux-mêmes vers nous. Et je suis certain que c'est tout ce travail qui a été fait sur se faire savoir, qui découle de notre directrice artistique Clémence, et qui nous a apporté quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, ni Maxime ni moi, ou même d'ailleurs j'aurais été peut-être réfractaire à vouloir aller dans ce sens-là. Et en fait, quelqu'un qui vient, qui bouleverse et qui dit donne-moi je vois ton entreprise, mais je peux aller colorier ça différemment. Tu vas voir, ça sera très joli, et effectivement c'est très beau. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis sur le coloriage, parce que quand on a discuté pour préparer cet entretien, tu m'as dit, moi je vois l'entreprise comme un coloriage où chacun amène sa couleur. Je prends la balle au bon. Je veux peut-être bien que tu nous expliques cette notion de coloriage. Oui, alors c'est peut-être une déformation. La première boîte qu'on a montée avec Max, c'était dans une boîte dans l'art, et on vendait des illustrations d'artistes reconnus. Donc on a toujours cette dimension un petit peu artistique dans un coin de tête. Non, le coloriage, en fait, c'est que je pense
En tout cas, en tant que fondateur, on va peut-être créer la structure, le Canva. On va mettre les grandes lignes. On sait qu'on a par exemple envie de dessiner une tour ou dessiner une ville. En revanche, la façon dont on va pouvoir lui donner ses couleurs, son évolution, sa personnalité, en fait, c'est chacun d'entre nous au sein de l'entreprise qui va la faire évoluer. Et parfois même le dessin, on a envie de le faire continuer un petit peu différemment. On va rajouter des éléments. On va avoir une vision qui va nous dépasser. Et nous, on a bien aimé commencer avec une petite feuille A4 avec notre petite vision, nos premiers petits dessins de notre ville. Et maintenant d'avoir quasiment une ville gigantesque, beaucoup plus riche et peuplée de plein de choses qu'on n'avait absolument pas imaginées ou prévues. Et c'est les rencontres et les gens qui forment l'entreprise qui nous ont amenés là. Et c'est aussi peut-être le côté se laisser surprendre par les choses, accepter que tout bouge, tout change. Et surtout en ce moment, c'est au final ça nous construit aussi et ça fait aussi qu'on s'ennuie pas, même dans une boîte qu'on a créée. Ouais, c'est sûr. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que j'aurais dû commencer par ça, excuse-moi, mais tu peux nous expliquer qui sont les équipes de Panoply, peut-être combien vous êtes et les profils des gens qui sont dans vos équipes? Oui, bien sûr. Du coup, on est aujourd'hui 18. On est en recrutement actuellement. Donc, dans les personnes, la première, c'est Maxime, mon associé, qui s'occupe entre autres de la direction commerciale et des ressources humaines. Il est accompagné de Aurore et Nazia, qui sont deux sales, qui nous accompagnent dans la gestion des clients et la recherche de nouveaux clients. On a la partie e-commerce qui est gérée par Tom, qui est accompagné par Donna en support. On a après la partie tout ce qui est création. Donc Clémence, qui est directrice artistique, accompagnée par Bing et Alice. On a la partie production, production logistique avec Sébastien qui va être épaulé par Julia qui nous rejoint semaine prochaine. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Et donc vous êtes en recrutement et en croissance? Exactement. Et non, j'ai oublié une équipe primordiale et importante qui est l'équipe tech. Je me rends absolument pas compte et je m'excuse auprès de Jérémy et Thomas qui nous suivent en plus depuis le début de Panoply. Au final, on collabore tellement ensemble que parfois on voit pas les lunettes qui sont sur notre nez. Oui, on recrute notamment en commercial. Actuellement en opération, on connaît une très très forte croissance. On a lancé Panoply en mars 2018. On fait 100% de croissance sur 2020. On tape sur 100% de croissance sur 2021. On va dépasser les 4 millions de chiffres d'affaires pour 2021. On travaille avec plus d'une centaine de clients qu'on accompagne, type Doctolib, Ledger, Conto, EDF, Crédit Mutuel, Vinci, avec lesquels on collabore et qui on a la chance qu'ils nous fassent confiance pour leur joli projet d'objets responsables. C'est chouette, ok. T'as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais tu disais vous avez monté une première boîte avec Maxime, puis vous avez pivoté pour créer Panoply. Vous avez notamment pivoté en ajoutant une composante importante qui est toute la partie technique pour que ça devienne un vrai asset de Panoply. Comment vous avez géré d'un point de vue peut-être équipe, management, organisation, ces décisions? Et puis, comment tu recrutes? Donc, t'as commencé à répondre quand même pas mal à cette question, mais peut-être que t'as des compléments à apporter. Comment tu recrutes un profil clé pour la structure comme quand vous avez recruté votre CTO, j'imagine? Oui, alors la partie technique, c'était au centre du pivot de Balibar à Panoply. Au début, on avait externalisé la partie technique. On avait une agence en Tunisie qui avait développé une première version du site. Et ça nous avait permis de pas mal nous développer, de tester pas mal de choses, sauf qu'on était arrivé très vite à faire exploser la solution. Enfin, ça avait pas du tout tenu techniquement. On avait un peu sous-estimé l'engouement que pouvait avoir la solution, et on s'est retrouvé avec un bateau technique qui est en train d'être trouvé de partout et prendre l'eau, et on avait besoin de recruter de façon très urgente. Et là, on est assez content, c'est qu'on n'a pas confondu urgence et précipitation, et on a mis
malgré que on avait des appels clients dans tous les sens à ce moment-là, donc c'était encore sous Balibar, on s'est dit non, on prend le temps. C'est un recrutement clé. On va pas se foncer pour recruter le premier profil. Je crois qu'on a rencontré un peu plus de 150 candidats pour le poste de CTO. Ah ouais, punaise. Ah oui, c'était et ça a duré 6 mois ces rounds d'entretien, et au final on a rencontré Mathieu, qui lui avait monté une première société qui s'était pas mal développée. Au bout d'un moment, il avait dû arrêter pour des raisons familiales, et il était maintenant prêt pour relancer un nouveau projet. Ce qui nous a convaincus dans son profil, c'était l'envie de construire une équipe technique, et avec des idées de management, de façon dont il va structurer son équipe, qui était quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, ou même savoir comment organiser une équipe technique. Il a dit, c'est génial, je vais arriver dans cette boîte et je vais pouvoir construire mon équipe, tenter plein de choses, essayer plein de techniques, et construire une équipe qui, en misant sur des juniors, qui sur le long terme, vous allez voir, vous allez être très 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 content. On lui a fait confiance, et ça a été une super expérience. Il nous a accompagnés pendant 3 ans. Du fait du Covid, on a chacun réfléchi, et lui, quand on l'avait rencontré, il nous avait dit, je veux suivre une entreprise qui lève des fonds, je veux pouvoir tester mes méthodes de management auprès de mon équipe technique, et je veux grandir mon projet personnel, parce qu'il avait une autre idée de boîte pendant un moment. Et suite au confinement, on s'est revus, on a dîné ensemble, et on s'est dit, alors, t'en es où de ces objectifs? Et il m'a dit, en fait, j'y ai réfléchi aussi pendant le confinement, et j'ai coché toutes les cases. J'ai besoin d'aller de l'avant dans ma nouvelle aventure. Et on l'a accompagné dans cette démarche-là. C'était très important. Et vous l'avez accompagné comment? En lui laissant le temps de pouvoir se positionner. Il avait besoin de temps pour arriver à développer son projet pendant un moment. Donc on a fait une période de transition. On a mis en place une rupture co aussi, même si la volonté initiale venait plutôt de Mathieu, parce que c'était une possibilité aussi pour lui de pouvoir continuer et être aidé sur son projet. Ok, et donc au moment où vous prenez le temps avant de recruter Mathieu, qu'est-ce qui fait que vous ne recrutez pas les 150 premières personnes que vous avez rencontrées, malgré la pression business? Je crois que c'était un peu les prémices des valeurs ou autres. C'était on cherchait une personnalité, une personne qui se projetait en tant que manager et pas juste en tant que développeur technique, pas tant un exécutant qu'un architecte. Ça, c'est aussi un mot qu'on va rechercher énormément auprès des profils, et notamment des profils seniors managers qu'on va recruter. C'est des personnes qui ont cette volonté de pouvoir construire une équipe, d'avoir une vision et de comprendre ce qui nous manque. En fait, si vous voulez être recruté chez Panoply en tant que manager, dès l'entretien, il faut avoir tout de suite regardé et vu en fait ce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a aucun problème à se remettre en cause, on n'a aucun problème à regarder ce qui va pas dans un miroir. En revanche, il y a beaucoup de choses où on a la tête dans le guidon et on le voit pas. Et une personne qui vient, qui nous dit voilà la vision, voilà ce que je peux apporter, voilà ce que l'équipe que j'ai envie de construire. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui a envie de faire changer les choses et qui a aussi envie de colorier et prendre en main le coloriage. Donc on va regarder ces qualités humaines de du moins d'envie de transmettre aussi des connaissances. Et tout ça, pareil, ça se retrouve pas dans un diplôme et c'est assez rare chez les gens. Ouais, c'est ce que tu mentionnais, la valeur de responsabilité que vous cherchez, ça se retrouve aussi dans le recrutement de Mathieu, et aussi dans l'exemple de Clémence que tu nous as donné au préalable. Ok, super intéressant. Donc là, quels vont être vos futurs enjeux managériaux chez Panoply avec cette croissance de 100%? Mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a deux très importantes peut-être. La première, c'est on est accompagné par des équipes qui nous suivent maintenant depuis 2 ans. Et le côté continuer à maintenir la flamme de ces équipes-là. Il y a eu des moments difficiles sur les dernières années aussi, des moments
compliqué à vivre et ça demande aussi, quand on a une croissance comme ça, beaucoup d'engagement de la part des personnes. Et du coup, arriver à continuer à leur donner l'envie d'aller encore plus loin, de leur montrer qu'il y a encore plein de nouveaux challenges qui arrivent et que au final, intellectuellement, ils vont être encore plus stimulés en restant chez nous que s'ils allaient découvrir d'autres choses. Ça, c'est quand on a la conviction, on va évidemment le pousser. Quand on se rend compte avec les personnes que, au final, elles ont fait aussi le tour et qu'elles ont envie d'aller vivre d'autres expériences, on va les soutenir à 100% pour qu'elles aillent vivre ces expériences-là. Donc, il y a le côté maintenir une flamme avec les personnes qui nous accompagnent maintenant depuis 2 ou 3 ans et faire rentrer des nouvelles personnes aussi dans une entreprise qui se connaît depuis longtemps. Il y a un petit côté kibbutz au bureau de personnes qui ont vécu 3 ans ensemble. Pendant un temps, on est resté vraiment sur la même équipe. Il y a eu moins de recrutement. Et du coup, ce sont des personnes qui se connaissent très très bien, qui savent comment elles fonctionnent, qui ont eu beaucoup de temps en présentiel ensemble. Et donc, intégrer des nouvelles personnes qui rentrent dans une mentalité, dans une façon de faire, dans des dynamiques de groupe qui existent, ça demande aussi énormément d'accompagnement pour que ça continue, que la mayonnaise continue de prendre, même en incorporant des nouvelles personnes. Ok. Vous avez des premières idées de la manière dont vous allez répondre à ces 2 enjeux? Alors, pour la partie entretenir la flamme, il y a 2 choses. Il y a essayer de promouvoir l'intrapreneuriat au sein de l'entreprise, faire en sorte que chacune des personnes ait aussi des projets personnels qu'elles peuvent défendre. Donc ça, on l'a un peu piqué chez Google, de se dire dans le temps de travail, il y a une partie non négligeable, il y a un temps non négligeable qui est alloué pour développer des projets qui vont aller dans le développement de l'entreprise, mais qui leur permettent aussi d'avoir ce côté entrepreneur. Ça c'est très très important. On laisse énormément de place aux idées, énormément de place aux nouvelles façons de faire. On les laisse changer les process quand ils jugent qu'il faut que ça soit bougé. Donc en donnant beaucoup plus de liberté au final. L'autre côté, c'est les équipes grandissent, donc ils se retrouvent maintenant à des postes un peu plus de manager. Donc c'est des nouveaux enjeux, c'est des nouvelles réflexions aussi pour eux. Et donc c'est aussi des nouveaux défis. Donc qui devrait aussi leur donner très envie d'aller continuer chez Panoply pour relever ces défis-là. Pour les nouvelles personnes, c'est des vraies questions. On n'a pour l'instant pas vraiment la recette. On se dit déjà en faisant très attention au recrutement. Je pense que ça fait 90% du boulot de prendre des gens qui ont la même ADN, où on sait qu'on va les retrouver. On se dit c'est sûr que ces personnes-là vont bien s'entendre. Dans le process de recrutement, on a mis en place un tour d'entretien qui est avec une personne qui n'a rien à voir avec l'équipe dans laquelle la personne va être. Plus pour apprendre à se connaître. Et même, ce sera la personne à qui on pourra poser des questions en tant que candidat de est-ce qu'il y a une bonne ambiance, comment tu te sens, est-ce que t'as pas trop de pression des managers ou autre, parce que nous, on nous pose de temps en temps cette question d'entretien, mais on est très mal placé pour y répondre. Donc c'est vrai qu'on l'a mis en place. On se demande si on va pas explorer aussi quand on va shortlister 2 profils pour un poste, faire venir les personnes pendant une demi-journée ou une journée au sein de l'entreprise. Un peu d'immersion. Exactement. On l'a pas encore fait et ça, c'est des pistes qu'on a envie d'explorer par la suite. Ouais, hyper intéressant. Je fais un petit rétroviseur. Là, on est début 2021. L'année 2020 a été beaucoup chahutée et vous avez été aussi chahuté en même temps que tout le monde. Mais malgré tout, vous en êtes sortis super bien, puisque tu me disais que vous aviez eu une super performance et puis que c'est bien en route pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu retiens de cette année quand même un peu particulière? Particulière, oui, c'est le mot. Alors déjà on aime bien les défis chez Panoply, donc on est plutôt du genre quand on voit un problème, ça nous fait sourire. Donc c'est peut-être un peu étrange, mais voilà, c'était un défi à la hauteur de ce qu'on avait envie de relever aussi. Il y a une blague de maths ou de physique que j'aime bien, qui dit que la seule vraie constante, c'est une variable. Et je crois que ça n'a jamais été aussi vrai en 2020.
Et peut-être que l'apprentissage principal qu'on a pu faire était de ne rien prendre pour argent comptant, de ne pas vouloir imposer des schémas et de se laisser surprendre. On le dit aussi dans les recrutements, on le dit aussi dans la façon dont on vit les uns avec les autres au sein de l'entreprise. Mais c'était pareil pour le business model, pareil pour la relation avec les clients. Il y a un moment où c'est plus nous qui allons dicter quel chemin on va prendre. C'est accepter que ce chemin change complètement et radicalement, et plutôt être à l'écoute et de se dire ok, c'est quoi les grandes tendances, c'est quoi les petits indices qui sont laissés parfois en discutant avec un client, un petit mot qui a été donné pour comprendre qu'est-ce qui est attendu de nous. Et la grande question qu'on s'est tout le temps posée, c'est comment on peut être utile, comment on peut aider les gens un maximum. Et ça, c'est une question qu'on a tout de suite posée à nos clients. Alors au début, les premières réponses c'était vous ne pouvez absolument pas nous aider, on va couper tous les budgets. Donc nous on avait prévu notre BP en conséquence, on avait dit 0 revenu. Donc on avait regardé comment on tient avec très peu de revenus. Ah oui, vous aviez carrément pris l'hypothèse de rien gagner en 2020. On a pris dès mars l'hypothèse de rien gagner sur le deuxième trimestre, de gagner 50% de ce qu'on avait fait l'année dernière au troisième trimestre et de faire 80% de ce qu'on avait fait au quatrième trimestre de l'année précédente. En disant zéro croissance, décroissance, rien pendant un temps. Okay. Et ça, c'est les hypothèses sur lesquelles on était parti à ce moment-là. Ça a commencé à bouger peut-être 3 ou 4 mois après. Au final, même en avril, mai, on a quasiment rien vendu, okay. Rien proposé. Et c'est les clients qui sont venus d'eux-mêmes. En fait, un premier client qui travaille dans l'esthétique, qui a des écoles d'esthétique et qui nous appelle en nous disant « j'ai besoin de masques pour équiper toutes les étudiantes qui vont passer le concours. Il faut absolument pas que de clusters soient créés. Il faut absolument que tout le monde puisse venir faire les concours. Et on a besoin de les protéger. » On a été très étonnés qu'on pense à Panoply pour des masques et on s'est rendu compte que en fait on fait appel à Panoply pour remercier, pour protéger, pour accompagner la vie des collaborateurs et que nous aussi en plus avec la technologie on a la capacité d'acheter les objets dont les gens ont besoin et de les dispatcher aux différents endroits où les gens en auront besoin. Et donc en fait acheter des masques c'était assez cohérent pour nos clients et d'autant plus de pouvoir les distribuer. Donc après, on a appelé quelques autres clients en leur demandant mais vous allez réouvrir les bureaux, est-ce que vous en avez besoin? Il y a eu une très forte demande là-dessus. C'était des masques personnalisés du coup, c'était pas des masques chirurgicaux standards. Alors pour l'école, c'était des masques chirurgicaux. On a travaillé avec des pharmaciens pour pouvoir s'assurer d'avoir des produits de qualité. C'était aussi quand on a commencé à proposer ce type de produit, on s'est fixé des règles de conduite. En fait, on le fait assez souvent avec mon associé, que ce soit dans les achats ou autre. C'est quelles sont les règles de conduite qu'on tient à faire. Donc, on a bloqué une marge. On s'est dit on ne margera pas plus de 10 ou 15% sur ces produits-là. Si on a besoin de notre stock de masques, on le réorientera auprès des hôpitaux, auprès des personnes qui en ont besoin. Et on est prêt à le réorienter à prix coûtant. Et l'autre chose, c'est de ne proposer que des produits de qualité certifiés. Comme on sait que sur ce marché-là, en plus, c'était un peu pirate à l'époque. Il y avait de tout et de rien. Personne ne s'y retrouvait dans les certifications. On s'est dit, mais en fait, ça vaut le coup qu'on s'y positionne parce que ça va dans nos valeurs de pouvoir faire le tri dans ce qui est de qualité, ce qui l'est pas, s'y retrouver dans les certifications, ne pas proposer le juste prix et le faire simplement pour aider et accompagner nos clients. Et c'est là où on s'est rendu compte que remercier, fédérer, être là aussi pour les équipes de nos clients, c'est ce qu'on attend de Panoply. Donc du coup, vous avez trouvé ces masques pour cette école d'esthétique. Oui, on a trouvé ces masques et après on a aussi énormément travaillé avec notre atelier de confection textile pour pouvoir transformer une partie de la production en production de masques. Donc là, on avait de la personnalisation possible. Moi, au début, j'étais assez contre la personnalisation de masques, pour être honnête. J'avais un peu du mal à imaginer un masque sur lequel on a un logo de boîte. Enfin, je trouve ça très personnel, le visage. C'est quelque chose d'un peu
Un peu difficile, donc souvent quand les clients me le demandaient, je les dissuadais un petit peu en disant techniquement on peut le faire, maintenant est-ce que c'est vraiment votre choix. Et après on a eu de plus en plus des collaborations avec des artistes, des collaborations avec des graphistes qui ont utilisé le masque comme un outil aussi de création, d'en faire un objet sympa en fait, et un objet moins triste que ce qu'il est actuellement ou ce qu'il est généralement. Donc par exemple sur le site Panoply, on a fait une gamme avec K36 et des artistes graffeurs et illustrateurs. On a 6 masques créés par des artistes sur lesquels on peut apposer après un logo ou demander à un artiste de créer aux couleurs d'une entreprise un masque personnalisé. Et là, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus positif, qu'on a vraiment envie de garder pour une fois, même sur un objet dont on a bien envie de se débarrasser. Ouais. Si je reprends ma question qui était quelle leçon tu tires de l'année 2020. Donc déjà, vous avez accueilli l'incertitude et puis le mouvement avec plaisir et envie. Vous avez su vous adapter très vite à la demande de vos clients, tout en gardant le cap de vos valeurs, qui sont votre force, mais qui auraient aussi pu être balayées d'un revers de la main par facilité et envie de faire de l'argent très vite. Bah généralement c'est des questions qui sont très importantes dans des moments en fait compliqués ou des moments de crise, des moments de guerre ou autres, et en fait nous on le voit plutôt comme notre boussole. C'est de se dire si on est en pleine tempête, sur quoi on se repose, et on se dit ok, les valeurs ça va nous guider, et si on est en accord avec ces valeurs-là, si on est en accord avec ce qu'on a envie d'apporter au client, bah au final le client va grandir avec nous, va nous accompagner, va nous aiguiller et va nous amener sur le bon chemin, et c'est ce qui nous a amené sorti du premier confinement aussi à faire toutes les petites attentions et tous les petits cadeaux, les petits objets qui font plaisir que les entreprises nous ont commandé pour envoyer en télétravail ou envoyer chez les collaborateurs, chose qu'on n'avait pas forcément envisagée au début, et qui au final vient de nos clients. Les meilleures idées elles viennent des clients en général. Ok, donc c'est intéressant. C'était une question que j'avais prévu de te poser bien plus tard dans l'interview, mais c'est quoi la meilleure utilisation de votre offre ou l'utilisation la plus positive de votre offre que vous ayez vue chez Panoply? Alors, ça me fait tout de suite penser en fait à sortie du confinement. Il y a eu énormément les médecins ont été quand même à très rude épreuve, et notre client Livy qui fait de la téléconsultation a voulu marquer le coup en offrant une petite box cocooning à tous leurs médecins qui étaient en téléconsultation pendant cette période. Et donc c'était assez génial de pouvoir réfléchir à se dire comment on peut faire plaisir avec notre client à ces personnes-là qui ont eu un rôle majeur dans la gestion de la crise. Donc c'était un projet qui était très très sympa et qui nous a fait vraiment plaisir de pouvoir envoyer ces box. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens de l'année 2020? Donc ce qu'on retient aussi de l'année 2020, ça a été un vrai challenge sur une autre de nos valeurs qui est la transparence. Parce que c'est une année où, il se passe énormément de choses, ça bouge beaucoup, et de l'autre côté, il y a beaucoup de questions très difficiles à se poser. Notamment quand, sur le BP, tu décides de dire que t'as pas de revenus pendant un temps, et que tu casses aussi les revenus futurs, dans une incertitude la plus forte, ça veut dire aussi, est-ce qu'on a les moyens de garder toutes les équipes qu'on a actuellement? Et là, deux possibilités, soit tu le dis pas aux équipes, parce que si tu l'annonces, t'as un grand risque de démotivation. Annoncer à quelqu'un qu'il est sur la sellette, je pense qu'il y a difficilement des choses pires que tu puisses faire pour démotiver quelqu'un. Là, ça a été pareil. Quelle est notre boussole? Pourquoi on a envie de le faire? Auprès de qui comment on construit notre équipe? Et donc, on a décidé de jouer le jeu de la transparence absolue. C'est-à-dire qu'on a partagé notre BP avec toute l'équipe. On l'a présenté. On a présenté les difficultés, montré que si on n'atteignait pas certains objectifs à des moments donnés, on allait devoir se séparer de certaines personnes. On a pu en discuter avec chacune d'entre elles parce qu'on avait identifié les postes qui seraient les plus susceptibles d'être inquiétés. Et on a pu en discuter avec chacune des personnes en leur disant on t'en voudra absolument pas si même si c'est dans 4 mois, même si c'est dans 5 mois, si tu commences à regarder.
autre chose. On n'a pas envie que du jour au lendemain on t'apprenne quelque chose et que tu te retrouves en difficulté, surtout dans une période de crise. On a des collaborateurs et collaboratrices qui ont des enfants, qui ont commencé à acheter des appartements ou autres, et du coup le côté humain de se dire on vous accompagne même sur le long terme, quitte à ce que vous soyez démotivé, quitte à ce que au final, vous partiez parce qu'en fait, si tu commences à passer des entretiens, tu peux te rendre compte que l'herbe est plus verte ailleurs et on peut perdre ces personnes-là. Et on a fait ce choix-là. C'était pas un choix facile. Mais c'est un choix qui allait avec nos convictions. On a toujours été très transparent avec nos équipes. Et je pense que quand on l'a dit, on a un des collaborateurs avec qui on a dû se séparer en plus par la suite, qui était le premier poste inquiété par la crise, qui nous a dit mais je comprends tout à fait, je ferai la même chose que vous et je serai le premier à me demander de partir en fait. Et en fait devant cette maturité là, ça a été assez génial. On s'est dit on avait très bien recruté. Et deux, sont des personnes qu'on voit assez souvent. On a énormément d'anciens qui reviennent au bureau, qui viennent déjeuner avec les gens de l'équipe. On garde de très bons contacts. Et je pense que ce côté-là, on peut pas le construire si on n'a pas été transparent, si on n'a pas fait confiance et si, évidemment, on prend des risques. Et ça nous a renforcé aussi avec l'équipe qui pouvait rester et qui continue de nous accompagner parce qu'ils savent que même en période de difficulté, on leur tournera pas le dos au dernier moment et on va pas les surprendre d'une manière ou d'une autre. Ouais, je comprends. Et assez stable finalement dans vos valeurs et dans la communication vis-à-vis de vos équipes, avec un vrai soutien. Ok, super inspirant. Comment ça s'est passé d'ailleurs la mise en place du télétravail? Est-ce que c'était quelque chose auquel vous étiez déjà habitué ou? Alors on pensait l'être. On utilise énormément d'outils comme Slack ou Notion, donc qui va être nos bases de connaissances ou nos bases d'échange. Donc on pensait vraiment qu'on était très bon en télétravail. On s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, même très compliqué. En fait, les choses qui ont été difficiles sont l'absence de relations informelles. On s'était pas rendu compte de l'importance de ces petits moments on se croise au café, on va déjeuner ensemble, on va passer tous ces petits moments-là tous ensemble. Et en fait, ces moments informels construisent énormément l'entreprise. Donc, on s'en est rendu compte et on a mis en place un café aléatoire. Donc, toutes les semaines, on est tiré au sort pour prendre un café et prendre le temps pendant 15 minutes, 20 minutes de parler d'autre chose avec les différentes personnes. L'autre partie, c'est qu'on est passé d'une culture avec de l'oral à une culture de l'écrit. Ça a été très difficile parce qu'en fait, un mot que tu dis, tu peux donner une intonation, tu peux transmettre une émotion, transmettre quelque chose, alors qu'en fait, un mot, quand tu le lis, ça peut être compris et interprété de façon complètement différente. Et surtout quand t'es pressé, et surtout que dire une phrase, c'est beaucoup plus rapide que d'écrire une phrase. Tu vas aller sur l'économie des mots et tu vas pas faire attention ni aux formes et à la double interprétation des messages. Et on a eu un moment en juillet où tout le monde était à cran. Tout le monde était un peu énervé les uns des autres. Le moindre mot, ça nous rendait fous. Parce qu'en fait, tout était mal interprété et on a l'impression de se parler assez mal, en fait, par écrit. Et donc, on a fait un point avec tout le monde pour justement faire attention à ce qu'on remette un peu les formes dans la culture de l'écrit, que aller très vite dans les messages, c'était pas obligatoire, qu'un merci, un s'il te plaît, ça fait toujours plaisir. Et c'est quand même des choses bêtes, mais importantes à rappeler. Et l'autre, c'est de provoquer des appels, même pour rien se dire. Enfin, on avait un peu l'habitude avant de se dire si on s'appelle, ça va être au moins pendant une demi-heure, ça va être pendant 3/4 d'heure. Là maintenant, on a besoin de réfléchir sur un projet où ça va prendre un petit peu de temps à l'écrit. Hop, on va tout de suite s'envoyer un message. Est-ce que t'es dispo pour s'appeler 5 minutes? Non. À quel moment t'es dispo? On se le bloque. Et en fait, on a réintroduit un côté échange et donc je dois passer ma journée à nous appeler les uns les autres. Et on retrouve en fait cette connexion un peu informelle ou culture de l'oral. Et instantanée, quoi. Et instantanée.
Ce qui est pas mal parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'en présentiel, il y a plein de choses qui ne vont pas non plus. Hein. Parce que la culture de je peux te déranger pendant que tu es en train de faire autre chose et pour te poser une question et au final tu te défocuses et le temps que tu reviennes à ce sur quoi tu étais en train de faire, ben c'est pas non plus très productif. Donc là, de pouvoir demander t'as 5 minutes, non, on se le prévoit et on se prévoit un point dont l'objet est ça structure beaucoup plus en fait. Je trouve qu'on est beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'avant. Et l'autre partie, c'est que on arrive à identifier maintenant quand une discussion va partir un peu dans des mots un peu plus durs ou pas en engueulade, mais voilà le stade précédent et du coup dès qu'on commence à voir qu'il y a trop d'échanges sur un sujet, on s'arrête et on propose un point à l'oral de façon obligatoire. Donc ce qui fait que dès qu'on sent que ça commence à déraper, hop, c'est bon, on propose un point à l'oral, on en rediscute pendant 5 minutes et en fait ça désamorce complètement. Ouais. Et ça, je pense que on a mis du temps à prendre nos marques là-dessus. J'imagine que je dois clairement pas être le seul. Mais ça, culture de l'écrit, culture de l'oral, moment informel, ça a été assez dur. Après, l'avantage, c'est que on a toujours donné une grande autonomie à tout le monde. Et en ça, on était très préparés. On n'a jamais fait du micro-flicage à regarder au quotidien ce que font les gens. On a toujours travaillé sur des bases d'objectifs. Enfin, pour nous, la vision du manager, c'est une personne qui va définir des objectifs en début de mois ou en début de semaine avec l'autre personne. Qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qui est atteignable? On se fixe ça et on est plutôt là présent quand l'autre personne a des questions, a des problématiques et n'arrive pas à y répondre. Donc on va être là en soutien pour arriver à débloquer et rendre les objectifs réalisables. Et en fait, on avait déjà cette culture-là. Et ça, je pense que pareil, si j'étais une entreprise qui va vers le télétravail et qui n'est pas cette culture-là ou plutôt à fliquer les horaires, le premier truc, c'est plutôt ok, ça demande beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça demande de manager aussi, et donc de discuter avec les personnes, d'être à leur écoute, fixer les objectifs, qu'est-ce qui est possible, pas possible, comment on peut le réaliser, fixer un planning, aussi ça permet de s'organiser un maximum, et une fois que ça s'est mis en place, que l'autre personne ait aussi la confiance envers son manager de dire si j'y arrive pas, je peux le dire. Ça c'est très important. J'en voudrais énormément à quelqu'un de mon entreprise qui se fixe un objectif, qui va pas le faire et qui va attendre le dernier moment pour me dire mais en fait j'ai pas réussi parce que je suis resté bloqué. Ça c'est quelque chose que moi je peux pas vraiment l'entendre, ou je l'entends une fois, mais pas deux parce qu'on est là en fait. On est là pour répondre, pour aider et pour accompagner, pour débloquer ces situations. Je voudrais qu'on passe au deuxième thème que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, qui est l'engagement environnemental, enfin l'engagement déjà de Panoply et notamment environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots parce que c'est une partie importante, peut-être des valeurs de Panoply? En fait, c'est parti avec Maxime. On avait énormément de valeurs ou d'engagement personnel, indépendamment de notre entreprise. Et un jour, je déjeune avec mon meilleur ami et je lui explique tous les projets. Et je lui dis c'est embêtant parce que j'ai mon travail au quotidien et j'ai mes engagements à côté. Et parfois, je me dis je ferais peut-être que mes engagements. J'aimerais bien faire ça. Est-ce que je devrais pas faire autre chose, un autre projet? Et il me dit mais non. Introduis tes engagements au sein de ta boîte. Transforme ton entreprise en véhicule pour faire changer les choses, quoi. C'est un bulldozer et tu peux en profiter. Et en tant qu'entreprise, en fait, ça donne des moyens qui sont décuplés. Les conséquences de ce qu'on fait sont décuplées par rapport aux choix humains qu'on peut faire juste au niveau de la personne. Et j'ai eu énormément de chance que et Mathieu et Maxime soient entièrement alignés. C'était des problématiques qu'eux se posaient aussi, de dire comment je concilie valeurs personnelles, engagement extra-professionnel et engagement professionnel. Et on s'est dit non, on introduit tout. On en a parlé avec les équipes et c'était les mêmes cheminements qu'ils étaient en train de faire, chacun aussi dans leur coin. Et on en a profité pour se dire ok, ça sera un chemin qu'on va faire tous ensemble. Et on va commencer petit à petit. Ça aussi, on a fait énormément par étapes. Je crois que la première chose qu'on a mis en place, c'est de se rendre compte que la première année, on utilisait des emballages plastiques pour envoyer nos produits. Ça paraît anecdotique puisque c'était la première année. On avait produit un peu plus de 20 000 objets. C'était quand même 20 000 sachets plastiques.
Et quand on s'est rendu compte que rien que cette décision-là allait changer de passer sur du papier craft ou du plastique recyclé, mais en fait, c'est 20 000 pochettes. Jamais, moi, personne, j'ai mis un bautrier ou autre, j'aurais jamais cette influence-là, en fait. Cet impact, ouais. Cet impact. Et n'importe quelle entreprise, en prenant des petites décisions, aussi bêtes soient-elles, ça a des impacts incroyables. Quand on s'est rendu compte de ça, là, c'était un doigt dans un engrenage, parce que on avait envie de faire encore beaucoup plus, changer encore plus de choses. Là, récemment, dans les engagements très importants qu'on a pu mettre en place, on a construit et écrit une charte d'engagement responsable de nos fournisseurs, d'achat responsable, qu'on fait signer à tous nos fournisseurs. On va se baser sur les points de l'ONU dans le respect à la fois du droit de l'homme, ne pas faire travailler des enfants, le choix des matériaux qui sont utilisés, qu'on va pas se retrouver avec des produits qui vont mettre en danger la santé, que les rémunérations soient des rémunérations justes dans l'utilisation des matériaux, dans les choix des transports. Et tout ça se retrouve dans une charte qui fait 3-4 pages d'engagement responsable que nous on prend aussi vis-à-vis d'eux. Ça va de ne pas faire poireauter nos fournisseurs pour ne pas les payer pendant trop longtemps. C'est aussi une relation qui est donnant-donnant en fait, et juste de ne pas vouloir tirer absolument à chaque fois les prix vers le bas, d'essayer de trouver le moins cher. C'est pas vraiment les choses les plus intéressantes, mais le juste prix. Ça oui, ça c'est plus intéressant. Et un autre engagement dont on est très très fier, on a rejoint en 2019 le mouvement 1% for the Planet, initié par le fondateur de Patagonia. Et donc on verse 1% de notre chiffre d'affaires à une association donc, qui s'appelle Green Ethiopia, qui a pour but de faire de la réinsertion de personnes, de former des personnes au métier de la terre en Éthiopie et de planter des arbres. Et en fait, chaque commande chez Panoply nous permet de financer la plantation d'arbres. Et l'année dernière, on a pu permettre la plantation de plus de 80 000 arbres. Donc c'est quelque chose. Moi, je rêve d'aller en Éthiopie depuis des années. Je me dis un jour, on va y aller, on va voir tous les arbres. Tous les arbres Panoply. Une petite colline qui ont été plantées grâce à nos clients. Et ça c'est vraiment génial parce qu'on se dit quoi qu'il arrive dans l'histoire de la boîte, qu'on se plante, qu'on fasse n'importe quoi, on nous enlèvera jamais ces arbres qu'on a plantés. Ouais, ça c'est clair. C'est super. Question bête, mais pourquoi vous avez choisi de vous engager sur l'environnement et pas sur autre chose, parce qu'il y a plein d'autres causes qui auraient pu vous tenir à cœur? Oui, alors moi il se trouve que je suis fou de montagne, de navigation, je suis parti en bateau, j'ai traversé la Méditerranée, j'ai tenté de faire une transatlantique, on a été pris dans une tempête, on a dû revenir. On a monté le Kilimandjaro avec mon frère et des amis, on fait énormément de choses, on va se retrouver dans la nature. Et en fait, c'est de voir, je sais pas moi, lors d'un voyage en Liban, et de voir les plages où on peut même pas accéder aux plages parce que l'eau elle est sale, il y a des sacs plastiques de partout, on peut même pas se baigner parce qu'il y a des déchets chimiques qui sont rejetés. Et en fait, de voir ça, nous ça nous a marqué, et c'est peut-être la chose de se dire, en fait, on va avoir un jour des enfants, et on a envie qu'ils puissent aller à la montagne, aller faire de la voile, faire aussi des choses que nous on a aimé faire, partir dans la nature et retrouver cette même nature là. Et je pense que il y a beaucoup de grands combats à mener. On peut pas tous les mener, mais celui-là il est pour nous. Alors c'est une conviction plutôt personnelle là. C'est le combat qu'on a envie de mener, de mettre plus en avant. Après, il y a plein d'autres combats sur lesquels on fait attention, que ce soit la parité en interne, dans le choix de la rémunération juste des personnes, du droit social, de la réinsertion en travaillant avec des ESAT. Enfin, voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on va se pencher. Et après, ça évolue aussi avec les personnes qui nous rejoignent. On parlait de coloriage tout à l'heure. Il y a des convictions qui viennent des équipes, et le droit des femmes prend une importance très importante au sein de Panoply. D'accord. Et ça c'était pas forcément,
c'est quelque chose où on est profondément, j'aime à croire qu'on est profondément féministe avec Maxime, mais comme on avait déjà, mis en avant plutôt le combat de l'environnement, et de voir qu'il y a d'autres combats qui commençaient à émerger, et ça nous fait aussi prendre conscience de choses, et du coup de mettre en place énormément de nouveautés ou de nouvelles règles qui nous permettent de garantir aussi d'autres combats. Ok, hyper intéressant. Vous êtes, vous laissez la place aux initiatives aussi et aux envies. Si je reprends un peu le fil sur votre engagement environnemental, 1% for the Planet, donc vous avez été labellisé ou vous avez rejoint le mouvement, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être pour éclairer des dirigeants d'entreprise qui aimeraient suivre votre voie? Alors pour 1% for the Planet, c'est assez simple en fait de rejoindre. Il suffit de donner 1% de son chiffre d'affaires. D'accord. Donc on prend contact avec l'association. Soit on a déjà une association qu'on a envie de soutenir. Et dans ce cas-là, si elle fait pas partie des entreprises labellisées ou certifiées 1% for the Planet, il y a vraiment un côté audit pour que ça te fait que les gens ne font pas n'importe quoi. Nous, par exemple, Greenetopia ne faisait pas partie de 1% for the Planet. D'accord. Et donc on les a parrainés. On a dit nous, on a envie de donner notre argent à cette association-là. Et derrière, 1% for the Planet a fait un audit de cette association, à regarder ce que faisait l'association, demander les publications de comptes de résultats ou d'engagements associatifs. Et suite à ça, ils nous ont dit on a validé cette association, on sait qu'ils font vraiment un travail important sur le terrain, vous pouvez les soutenir. Et donc suite à ça, nous on donne tous les mois 1% de notre chiffre d'affaires, on a des reçus fiscaux qui sont édités donc tous les mois par Greenetopia, qu'on remonte à 1% for the Planet, et en fin d'année on leur envoie notre liasse fiscale, et de façon assez simple et très mathématique, ils regardent chiffre d'affaires, ils calculent 1%, ils regardent ce qu'on a donné, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche, on peut continuer à avoir ce label / certification, parce que en tout cas c'est l'audit que on fait vraiment et qu'on donne vraiment à une association qui aussi, dont les fonds sont vraiment utilisés pour la protection de l'environnement. Ok. Quel impact a votre engagement environnemental ou votre souhait de soutenir aussi d'autres causes sur le management de vos équipes et la culture de votre entreprise? C'est moteur. Je pense qu'on n'aura pas, ou je n'ai jamais pour l'instant connu, de levier de motivation plus fort que l'engagement responsable qu'on partage tous ensemble. Que ça soit en entretien, quand on rencontre des personnes, je crois les premiers mots que les gens nous disent quand ils veulent rejoindre Panoply, c'est l'engagement responsable, avant même de dire j'adore ce que vous faites, ou les produits que vous proposez, ou le service. C'est l'engagement. Et en fait, ça va attirer une certaine typologie de personnes, qui est les personnes qui vont après derrière bien matcher avec l'équipe actuelle. Toute cette décision-là, on l'a pris ensemble. Il y a un côté très démocratique au sein de Panoply, pour que ça soit un engagement qui va valoriser, qui va donner envie à tout le monde de le poursuivre. Là, par exemple, récemment, on a travaillé tous ensemble. On a fait tout un travail sur une charte d'engagement personnel des employés de Panoply, donc qui est affiché dans nos bureaux. On a un grand poster que tout le monde a signé, sur lequel quels sont les engagements au quotidien que les gens ont envie de prendre. Et ça, c'est venu des équipes. On a discuté tous ensemble qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Privilégier d'utiliser par exemple Ecosia plutôt que Google, mettre tous les sites qu'on visite de façon régulière dans nos favoris pour éviter de faire une recherche Google et utiliser de l'énergie, faire en sorte que nos serveurs soient en Europe et pas dans d'autres pays. Donc ça, c'était sur la partie numérique. Au bureau, on triait déjà les déchets, mais aller encore plus loin sur la gestion d'énergie, passer par un fournisseur d'énergie verte, dans l'achat de l'équipement, des choses aussi bêtes que quand on a un nouvel ordinateur, soit le louer et faire réparer, ou on maintenant commande énormément chez Back Market tous nos outils technologiques pour éviter le gaspillage, pousser la seconde main. On a énormément d'objets au bureau. Et en fait, on teste aussi énormément d'objets et autres, et d'autres
des choses qu'on a peut-être moins envie de garder, et donc on s'est rapproché d'associations humanitaires pour pouvoir donner une seconde vie à des objets qu'on récupère ou qu'on a. Donc tout ça, c'est des petits engagements qu'on a formalisés. Donc au final, une succession de petits engagements qui font 3 pages, mais qui ont été écrits tous ensemble. Coécrit, ouais. Ouais, coécrit. Et il y en a parfois qui ont dit, en fait, ça, c'est peut-être un peu trop, ou ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce que vraiment on veut aller jusque-là ou pas? Et donc, il y a des décisions qu'on a peut-être dû évacuer ou édulcorer pour pouvoir le proposer. Évidemment, c'est un engagement qui les gens ont envie de le faire, ça repose sur du volontariat, on va pas non plus imposer des choses. Tu vas pas fliquer les gens parce non, que... voilà, et juridiquement de toute façon, tu n'as pas le droit de le faire. donc non, il faut surtout pas, ça doit rester en fait quelque chose de positif. C'est aussi ça, c'est qu'on a souvent tendance à imaginer l'environnement ou toutes ces règles comme des choses contraignantes, moralisatrices. Et nous, on va plutôt avoir l'approche plaisir, positif de ce serait bien que tu fasses. Une chose toute bête, par exemple, on n'impose jamais à un client de faire le choix du produit le plus responsable. On va lui proposer une alternative positive, responsable. On nous demande des stylos en disant je veux le stylo le moins cher. On peut lui proposer en disant c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est le premier prix de qualité. On va pas proposer quelque chose qui va casser au bout de 2 secondes. En revanche, il y a aussi ce stylo qui est fabriqué en France. Je sais pas ce que tu m'as demandé, mais je te le propose. Et c'est des petites choses comme ça importantes du quotidien de dire ça doit rester du plaisir, ça doit rester des choses et ça doit venir aussi des équipes. Je pense que ça nous a tous construits, tous ensemble, même l'atelier mission qu'on a fait la semaine dernière, on a tous réfléchi ensemble à la mission de Panoply. On pourrait dire c'est quelque chose quand même, les fondateurs ils sont un peu paresseux de ne pas nous expliquer quelle est la mission. En fait non, la mission on l'a tous ensemble, c'est quel est le moteur de chacun, quelle est la boussole de chacun, et c'est les boussoles communes qui disent ok c'est quoi la direction que va prendre le coloriage ou le bateau qu'on a décidé de rejoindre. Ok. J'aime vraiment bien cette notion de coloriage, elle me parle de plus en plus. Plus je t'écoute et plus je vois le coloriage se dessiner, et c'est une notion que je vais m'approprier si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Du coup, comment tu vois le coloriage s'étendre et se colorier pour la suite? Dit autrement, quels sont vos prochains défis, vos prochaines étapes chez Panoply? Alors on est sur des rails qu'on aime bien, donc on va aller continuer d'explorer ce qu'on a commencé à construire. Donc le premier, c'est de continuer à construire le catalogue d'objets le plus responsable possible, continuer à trouver des alternatives de qualité, continuer à screener les fournisseurs, de savoir chez un fournisseur tous les produits ne sont pas bons, de pouvoir en commander commander les produits qu'on va proposer à nos clients, les tester et savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'on est sûr de vouloir proposer, trouver des alternatives éco-responsables aux objets du quotidien, travailler avec des jeunes marques, collaborer avec des entreprises qu'on aurait envie d'acheter pour soi. On parlait de coloriage, on discute avec Omaï, on travaille avec Papier Tigre dans la papeterie, pour les fleurs séchées, on discute avec Rosa Kadakes. Voilà, que des marques qu'on aurait envie d'avoir ou envie de s'offrir, et qui sont d'autant de bonnes idées cadeaux en fait que les entreprises pourraient aussi offrir à leurs collaborateurs, parce que si ça fait vraiment plaisir, ça se garde, et si ça se garde, ça se gaspille pas. Donc tout ce choix dans le catalogue est vraiment au centre de notre réflexion. Continuer à développer des outils, donc ça c'est plutôt la partie technique qui est essentielle, de simplification des commandes, de la gestion des dispatchs. Là on a une grosse problématique sur la gestion des stocks en fait des entreprises qui achètent en gros pour plein de business units, et ils veulent stocker tout à un même endroit pour faciliter et éviter le gaspillage, mais savoir quel stock appartient à quel business unit pour pouvoir toujours bien contrôler. Gérer tout ce qui est rétrofacturation d'une business unit à un autre, d'un pays à un autre. Pour Doctolib, on gère les produits, les objets personnalisés de l'Allemagne et de la France. Et tout ça, c'est des choses techniquement qu'on est en train de développer pour pouvoir dire physiquement c'est un même stock, mais comptablement, opérationnellement, les personnes d'une business unit ne peuvent pas accéder aux produits d'une autre business unit pour bien
séparer, faciliter aussi pour des plus grandes entreprises la gestion de tous ces objets-là. Donc ça, c'est autant de chantiers techniques assez complexes qui mélangent plein de savoir-faire sur lesquels on travaille. Et après, les autres projets sont plus sur la partie aussi labellisation. Donc on est en train de faire tout un travail avec EcoVadis pour pouvoir faire un audit de là où on en est. Donc on a mis en place plein de choses. Mais on a envie d'avoir une photographie et des personnes indépendantes qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent et quelles notes, si on peut en parler comme ça, on a, et surtout quelles sont nos pistes d'amélioration pour la suite. Et on se pose des grandes questions, quitte à changer nos statuts pour devenir entreprise à mission, devenir une entreprise de l'économie solidaire. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur avec Maxime. C'est des choses qu'on explore de plus en plus, d'où l'atelier aussi mission, d'où l'atelier vision, et de pouvoir faire ce travail tous ensemble. Donc c'est des choses qu'on a envie de mettre sur le long terme. Enfin, je dirais long terme, c'est à 1 an, quoi. Okay. Le très long terme. Ouais. Super, merci beaucoup Adrien pour ton témoignage dans Chef et ton partage de bonnes pratiques. C'était super intéressant, très inspirant, et ça m'a donné envie de faire beaucoup de coloriage. Merci beaucoup. Hello. Alors, qu'avez-vous retenu de mon échange avec Adrien ? De mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé son approche du recrutement dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. Notamment le fait qu'il ne regarde pas le CV ni le diplôme. Il se focalise en entretien sur les éléments clés qu'il veut retenir du candidat, à savoir les valeurs, la compréhension de l'entreprise et la capacité du collaborateur à évoluer avec l'entreprise, et notamment sa capacité à manager et à créer une équipe autour de lui. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'ils donnent leur chance aux candidats en reconversion. Je trouve que c'est vraiment 100% management positif, c'est même 1000% management positif. Vraiment, j'adore cette pratique. La deuxième leçon que je retiens d'Adrien, c'est de se laisser surprendre et de suivre où les candidats l'emmènent en entretien, mais aussi où les collaborateurs l'emmènent. Ça mélange plusieurs notions, à la fois la confiance qu'il donne à l'autre, le lâcher-prise et la curiosité. Ça a l'air de marcher puisqu'ils ont eu de belles surprises en recrutement, comme le recrutement de Clémence, leur directrice artistique. C'est aussi le cas des différents engagements que les collaborateurs les incitent à prendre en plus de l'engagement pour l'environnement. Je pense que c'est aussi leur force en business, puisque c'est en suivant les demandes de leurs clients qu'ils ont réussi à rebondir, notamment pendant la crise Covid. La troisième bonne pratique que je retiens de mon échange avec Adrien, c'est la force des valeurs, qu'il voit comme une boussole, que je vois aussi comme des fondations. Ce sont les valeurs qui leur permettent de faire des choix en recrutement, d'engager leur entreprise en faveur de l'environnement, de manager leurs collaborateurs, de traverser des moments difficiles, de prendre des décisions comme un pivot ou la séparation avec un collaborateur. Ces valeurs guident leurs actions d'un point de vue managérial. C'est aussi super puissant puisque c'est très lisible et compréhensible des collaborateurs qui adhèrent à ces valeurs. Donc derrière, ça crée de l'engagement et de la fidélisation. Enfin, vous l'aurez compris, pendant l'épisode, j'ai beaucoup accroché avec la notion de coloriage. Ceux qui me connaissent savent que c'est une de mes activités favorites. J'ai d'ailleurs une bonne dizaine de maxi-coloriages au maille terminés à mon actif. Mais je trouve la métaphore managériale vraiment intéressante. Donc pour terminer ce débrief, je vous invite à vous imaginer colorier avec vos collaborateurs votre projet d'entreprise ou votre projet d'équipe. Ça donnerait quoi ? Et qui colorierait en quelle couleur ? Là, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos équipes. Kenavo!